Enfin, le troisième modèle également qui apporte à Le Corbusier, je dirais, une confirmation de cette quête de rapport entre l'équilibre de l'individu et du collectif, c'est le modèle du paquebot. Le Corbusier est fasciné par les paquebots en tant qu'objet, en tant que moyen de transport qui permet de traverser l'Atlantique pour des centaines de passagers en même temps, mais surtout où il y a cette alliance de la cabine et des services qui sont apportés. Et Le Corbusier écrit souvent sur les cabines de paquebots. Il a beaucoup voyagé en bateau dans les années 20 et 30 et il en profitait pour travailler dans sa cabine et il était admiratif du fait que chaque centimètre carré soit parfaitement utilisé, qu'il y ait une ergonomie parfaite à l'intérieur, mais aussi qu'il puisse mettre son complet veston le soir et qu'on lui rapporte lavé, repassé le lendemain matin, qu'il puisse aller au restaurant, qu'il puisse aller au théâtre avec les autres et partager ses services. Il voit là le même modèle et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il met un pont de bateau, un pont de paquebot en couverture de son livre Vers une architecture, parce que c'est un principe important. Ce n'est pas la forme du paquebot qui l'intéresse, c'est le principe d'organisation, de fonctionnement du paquebot. Alors, cette idée d'équilibre entre l'individuel et le collectif, elle va même chez Le Corbusier, je dirais, trouver une traduction dans ses principes architecturaux même. Autour de la relation de l'unité au tout. Et là, on trouve cela très clairement exprimé dès 1925 dans son livre Urbanisme, un livre où il présente ses projets d'urbanisme. Et à la fin, il y a un dernier chapitre dont on parle, là aussi, je trouve, pas assez souvent, qui s'appelle Confirmation, incitation, admonestation, avec un texte très court, pas plus que ça, et surtout avec des illustrations qui sont toutes empruntées à ce livre de Gaston Bonnier, qui est un biologiste, et qui s'appelle L'enchaînement des organismes, le rapport de l'organe à l'ensemble de l'organisme. Et il y a cette phrase dans ce petit texte où il dit « L'ensemble ne vit que par la cellule prend son efficacité du fait qu'elle est admissible dans l'ensemble. » Et cette vision biologique, je dirais, de l'architecture, c'est la base même et originelle du fonctionnalisme, qui est l'étude des organes, de la place qu'ils occupent dans l'organisme et de la relation qu'ils entretiennent avec l'organisme, eh bien, elle est au cœur de sa démarche d'architecte. Et en reprenant donc les illustrations empruntées à Gaston Bonnier, il montre comment, à partir d'un œuf, enfin c'est moi qui refais l'enchaînement, mais on peut composer progressivement des ensembles de plus en plus complexes pour arriver à des structures d'une très grande complexité. Donc c'est encore cette traduction de l'équilibre de l'individu et du collectif se traduit architecturalement dans la relation de la cellule à l'ensemble de l'organisme. À partir de là, c'est ces principes qui vont l'amener à l'élaboration de la cellule qui permet par combinaison, d'arriver à des types de logements, notamment les logements ouvriers, variés. Et il reproduit aussi cette planche, et pour lui c'est de l'urbanisme. Et en fait, on l'a reconnu, un système digestif. Et qu'est-ce qui l'intéresse là? Eh bien, c'est de montrer qu'il y a des fonctions différentes, il y a un zoning, on dirait en urbanisme, il y a des fonctions différentes en des endroits différents. Chacun a une forme qui lui est propre, une texture qui lui est propre, une couleur qui lui est propre, il est autonome, mais il ne vit que par la relation qu'il entretient avec le reste. Et c'est cette relation de l'élément au tout qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse aussi, c'est de montrer que tout ça, ça fonctionne parfaitement et que pourtant, il n'y a aucune symétrie. Il n'y a aucune règle de composition classique comme font les architectes. Et pour lui, voilà aussi une grande leçon de composition architecturale. On n'est pas obligé de faire de l'architecture en faisant des éléments toujours symétriques. Ça peut très bien fonctionner autrement. Il a deux modèles, ce modèle-là et le modèle du moteur de l'automobile, où là aussi, il y a des pièces différentes, pas symétriques, et pourtant, ça fonctionne parfaitement. De là, il passe donc de la cellule à l'ensemble. Ça lui permet de faire des cités comme la cité de Pessac à côté de Bordeaux, entre 1924 et 1927. Ça lui permet aussi, à partir de 3 modèles de cellules différentes, de composer près d'une trentaine de types de logements différents qui sont à la base des unités d'habitation. Donc, on voit bien cet enchaînement dans le raisonnement de Le Corbusier qui reste très, très cohérent. Alors, ça va lui permettre, à partir de ce modèle original du couvent,
d'arriver à la solution de l'immeuble villa, où on le voit autour d'une grande cour centrale, un peu comme un cloître. Il y a des appartements qui sont dessinés en L et qui sont distribués par des coursives intérieures, là encore, un peu comme le cloître. Et ces bâtiments sont non seulement des bâtiments d'habitation, mais également des bâtiments où il y a tout un tas de services qui sont dans le toit-terrasse, où il y a une cantine, une école pour les enfants, une coopérative d'achat, tout ça, une laverie éventuellement, tout ça au service de la collectivité. Et si on regarde le plan de ces immeubles villas redessinés cette fois-ci, et qu'on isole la partie jardin, parce que tous ces appartements en L sont organisés autour d'un petit jardin intérieur, ici, eh bien, on retrouve la disposition du couvent de Galuzzo, des Chartreuses qu'il a visité. On retrouve bien le modèle de plan et également le principe d'organisation. C'est d'ailleurs un principe d'organisation du plan qu'on retrouve également dans plusieurs de ces villas de luxe. Je pense à la villa Stein et de Monzy, par exemple, ou à la villa Savoie, qui sont toutes les deux articulées comme ça autour d'un jardin ou d'une terrasse intérieure. Voilà le plan de plus près de chacun de ces appartements, de ces immeubles villas, et en rappelle le croquis qu'il a fait à Galuzzo. Donc ce principe-là, c'est vraiment le principe essentiel de Le Corbusier qui l'amène à l'immeuble villa. Il n'en réalisera aucun. On voit bien l'empilement des villas avec leurs petits jardins, les services collectifs sur le toit. En revanche, l'immeuble villa est, je dirais, à l'origine de l'unité d'habitation, où on retrouve là encore la cellule avec ce souci par exemple du silence. Les unités d'habitation sont des lieux de silence véritable parce que simplement les appartements ne se touchent pas. En tout cas dans le modèle de Marseille, ils sont à l'intérieur d'une sorte de casier à bouteilles, ce n'est pas exactement le principe ici à Firminy, et surtout au-delà des appartements de qualité traversant avec la double hauteur, eh bien, on retrouve aussi des équipements sur le toit, une école maternelle, un théâtre en plein air également. Le Corbusier était vraiment un fan de théâtre. C'est le seul théâtre de plein air, c'est le seul théâtre d'ailleurs que Le Corbusier réalise, alors qu'il a essayé d'en faire un peu partout. Et puis, il y avait également à Marseille une rue intérieure avec des commerces. Il y avait également à Marseille, il y a toujours d'ailleurs, un hôtel pour accueillir les familles. Donc, tout un tas de services mis à la disposition de cette unité d'à peu près 1700-2000 habitants. On retrouve à peu près le volume de la phalange. Et également, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais ce n'est pas grave. Et on a donc là une véritable application de ce principe d'équilibre entre l'individuel et le collectif. Et donc, pardon, ça va un tout petit peu vite. Voilà, on va revenir. D'Emma à Eveux, on voit à quel point ce modèle du couvent, qu'on retrouve traité d'une façon différente, ce n'est pas le même ordre, ce n'est pas la même époque, mais le principe en tout cas d'équilibre dans cette communauté entre la cellule et l'ensemble des services offerts à la communauté est sensiblement le même. Et c'est pour ça que je crois vraiment qu'il était important que ce couvent, qui en lui-même est déjà une œuvre majeure, aussi pour l'architecture moderne, soit présent dans ces 5 sites. Et je pense même que si on doit faire une visite de ces 5 sites, il ne faut pas la faire chronologiquement, il faut commencer par le couvent pour bien comprendre ses principes et ensuite aller à voir les autres sites de ces cités d'habitation. Voilà, je vous remercie beaucoup.